Verdun, 21 février 1916. C'est ici que va débuter la bataille la plus emblématique de la Première Guerre mondiale. Au cœur de l'un des hivers les plus rudes que la région ait connus, l'état-major allemand s'apprête à lancer une grande offensive sur la vallée de la Meuse. Sous les ordres du général von Falkenhayn, chef d'état-major général des armées impériales, les Allemands sont déterminés à utiliser au maximum la puissance destructrice de leur artillerie lourde pour noyer les lignes françaises sous un déluge de feu. Que restera-t-il des poilus écrasés par cette pluie d'obus de tout calibre? Rien, espèrent les soldats allemands qui s'élanceront dans un paysage totalement ravagé. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Dans certains secteurs, les patrouilles de tête vont franchir les premières lignes sans même s'en rendre compte. Il n'y aura plus de première ligne. Pourtant, le 12 juillet 1916, après plus de 4 mois de féroces combats, le général Falkenhayn est obligé de se rendre à l'évidence. Il ne prendra jamais Verdun. Pire encore, à l'automne, les troupes françaises auront regagné une partie du terrain perdu au début de la bataille, repoussant progressivement leurs adversaires vers leur position de départ. Après 300 jours, 300 nuits de lutte et 300 000 morts, les combats diminuent sur le front de Verdun. Que s'est-il passé dans les premiers mois de cette offensive? Comment expliquer son échec malgré la débauche de moyens mis en œuvre? Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé sur le front de Verdun en 1916. J'ai recueilli des témoignages. Voilà, on vit dans le froid, dans la boue, dans l'humidité, on vit avec la vermine, on vit avec les rats, on vit avec les poux. J'ai récolté des indices. Donc là, on se bat essentiellement à la grenade. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. J'ai décrypté l'un des plus longs et des plus dévastateurs affrontements de la Grande Guerre. Dans les mémoires collectives, cette bataille dantesque est devenue un symbole. Mieux qu'une simple victoire militaire, c'est l'un des mythes fondateurs de notre histoire nationale. Ceux qui l'ont vécu s'en souviendront toujours comme de l'enfer de Verdun. Lundi 21 février 1916, 7 h du matin. Toutes les batteries d'artillerie allemandes sont en position. Dans 15 minutes, elles vont faire pleuvoir un déluge de feu sur les lignes françaises. Les vagues d'assaut des divisions de tête sont prêtes à s'élancer. Le chef de l'armée allemande, von Falkenhayn, est résolu à frapper vite et fort. En France, depuis le début de 1915, le front est stabilisé sur une ligne de 700 km, de la mer du Nord à la Suisse, en passant par Nieuport, Compiègne, Reims, Verdun et la région de Nancy. Les Alliés n'ont pas réussi à percer en Artois et en Champagne. Ils rêvent toujours d'enfoncer les lignes ennemies en lançant une grande offensive. Le lieutenant-colonel Rémy Porte est conseiller histoire et officier référent histoire pour l'armée de terre. Mon colonel, quelle est la situation stratégique en février 1916 à la veille de la bataille de Verdun? Alors en fait, l'année 1915 s'est révélée plutôt favorable à l'Allemagne. Sur le front ouest, ils sont arrivés à bloquer, à arrêter les deux doubles offensives franco-britanniques en Artois et en Champagne au printemps et à l'automne. Sur le front est, contre la Russie, ils sont parvenus à repousser de pratiquement 300 km les armées du Tsar et à occuper la Pologne russe. Et puis vers le sud, dans les Balkans, à l'automne,
ils écrasent la Serbie, ils occupent la Serbie. Donc quand l'année se termine, l'Allemagne est quand même dans une situation plutôt favorable. Et Falkenhayn, à ce moment-là, qui est le chef d'état-major général, pense qu'il peut se retourner avec des forces plus importantes à l'ouest pour obtenir la décision. Mais jusque-là, toutes les offensives ont été particulièrement gourmandes en hommes. Comment Falkenhayn va faire, lui, pour faire en sorte de lancer cette offensive et que ça ne soit pas une boucherie? De part et d'autre, du côté français comme du côté allemand, progressivement, depuis 1914-1915, et ça devient énorme en 1916, c'est l'artillerie qui prend le dessus, c'est l'artillerie qui devient l'arme reine pratiquement. Et dans l'esprit de Falkenhayn comme de ses généraux, un emploi massif, un déferlement d'artillerie va permettre d'écraser totalement les défenses françaises et donc leur infanterie pourra ensuite progresser sans trop de difficultés. Est-ce qu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'un changement de doctrine, une forme finalement d'industrialisation de la guerre? Alors, ce n'est pas un changement brutal, c'est une évolution au fil des mois, mais c'est une évolution de fond, c'est une évolution extrêmement importante qui amène sur le terrain des tonnes de ferraille, d'obus, de munitions, d'acier. Et on remplace les poitrines humaines par de la munition d'artillerie. Du côté français, le 21 février, chacun se prépare à survivre une journée de plus. Comme d'habitude, la nuit a été glaciale. Au réveil, les doigts sont gourds, les visages creusés et les corps transis de froid. Mais tout cela n'est rien à côté de l'apocalypse qui attend les poilus. Mon colonel, quelles sont les préoccupations à ce moment-là du grand quartier général dirigé par Joffre? Alors, au mois de décembre précédent, Joffre a réuni autour de lui les représentants de toutes les armées alliées et ils ont convenu de lancer, au début de l'année 1916, des offensives concentriques contre l'Allemagne. Et donc, à partir de janvier 1916, le grand quartier général français travaille en coopération, en relation de plus en plus étroite avec son homologue britannique, à la préparation de ce qui va devenir l'offensive de la Somme au début du mois de juillet. Donc en fait, la préoccupation de Joffre ne va pas particulièrement à Verdun? Non, elle ne va pas du tout à Verdun, d'autant que les Allemands en janvier lancent des offensives de diversion dans différents secteurs du front et que Verdun est depuis l'automne 1914 un secteur à peu près calme. À l'hiver 1915-1916, Falkenhayn veut en finir. Il souhaite éviter l'asphyxie en rendant la guerre de plus en plus insoutenable pour les Anglais, qu'il considère comme le principal ennemi de l'Allemagne. Le commandant en chef allemand décide d'intensifier la guerre sous-marine. Ses U-boats sont sans pitié. Il s'attaque d'abord aux convois de ravitaillement, puis à tous les navires battant pavillon allié. Il a désormais l'intention d'infliger aux Français une défaite telle que la France serait obligée d'accepter une paix de compromis, obligeant ainsi l'Angleterre, qui ne peut pas faire la guerre seule sur le continent, à cesser le conflit. Pendant plusieurs semaines, les états-majors allemands travaillent sur plusieurs hypothèses. Finalement, à la fin du mois de décembre 1915, la décision est prise. Ce sera Verdun. Verdun est installé sur un saillant cerné de tous les côtés. La Meuse complique la défense du secteur. Mais la citadelle est entourée par une ceinture de forts, dont Douaumont, Vaux et Souville. Mais depuis la destruction des forts de Liège, Namur et Maubeuge par les obusiers allemands, le commandant français ne croit plus qu'il soit utile de mobiliser des dépôts et des troupes dans des places fortes isolées. Les canons des forts de Verdun ont donc été en partie retirés à partir de l'été 1915. De leur côté, les troupes du Kaiser ont une entière confiance en la puissance de leur artillerie et notamment de leurs énormes canons et mortiers lourds, dont la célèbre grosse Bertha, capable d'envoyer un obus de 800 kg, dont 140 kg de charge explosive, à plus de 9 km. Déterminé à s'accrocher au terrain conquis,
les Allemands ne lésinent pas sur les moyens. Ils ont mis en place des positions défensives particulièrement bien aménagées. La tranchée allemande est profonde, souvent bétonnée et jalonnée de nids de mitrailleuses. De vastes réseaux de fils de fer barbelés en protègent les abords. En cas de bombardement, les soldats s'abritent dans des Stollen, de profonds abris. L'eau courante est apportée jusqu'en deuxième ligne par des canalisations profondément enterrées. Si la zone la plus proche des combats fait l'objet de toutes les attentions, les infrastructures situées immédiatement à l'arrière bénéficient des meilleurs aménagements. Dans la région de Verdun, un ensemble de bâtiments est parvenu jusqu'à nous. C'est le camp Marguerre. Natif de la région de Verdun, passionné d'histoire et guide du patrimoine à l'Office du tourisme de la ville, Maxime Bachirotto connaît bien les lieux les plus secrets de la bataille. Maxime, c'est quand même incroyable de trouver des structures dans une forêt aussi dense que celle-là. Ah oui, absolument. En fait, si tu veux, les Français, quand ils sont arrivés en 1918, après l'armistice, ils ont eu exactement la même réaction que toi. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, en fait, dans un premier temps, à un village. D'ailleurs, ils l'ont baptisé le village nègre, en pensant que c'était vraiment des indigènes qui étaient donc dans ces bâtiments sous forme de cases ou d'habitats traditionnels, quoi. Et en fait, ce sont les Allemands qui ont construit toute la structure que nous avons dans cette forêt. Absolument. Voilà, ils ont réalisé un véritable petit village, en fait, avec différents types de baraquements, certains qui étaient vraiment très très bien peaufinés, d'autres qui l'étaient moins. C'était un camp expérimental dans lequel ils ont testé leur béton, les différents types de coffrage pour y héberger vraiment entre 2500 et 3000 hommes, ça variait énormément. Et donc il y avait un roulement qui se faisait entre les unités. On est à combien de kilomètres du front de Verdun là? Là, on a une vingtaine de kilomètres, les premières lignes au début de 1916. Et ici, l'objectif pour les Allemands, c'était de rester sous couvert des forêts. La forêt était autant dense qu'elle l'est aujourd'hui, voilà. Et on était de toute façon à couvert des reconnaissances aériennes. Il était impossible en fait de dire qu'à cet endroit, les troupes allemandes s'y étaient rassemblées dans le but de préparer une offensive en fait. Et quand on pense à cantonnement, quand on pense à militaire, on voit des bâtiments assez sobres. Ici, cette maison, on a l'impression que c'est une maison de village quasiment. Ah oui, mais c'était la volonté des Allemands de pouvoir justement représenter le foyer familial allemand traditionnel, le Heimat comme on dit. Il fallait que les troupes qui stationnaient ici puissent se sentir chez elles, comme à la maison en fin de compte. C'est pour ça que c'était aussi peaufiné, qu'on accentuait sur les détails et sur le confort. Là par exemple, à tes pieds, tu as des vestiges de bac à fleurs. Donc on était vraiment dans la déco, dans l'artificiel pur. Et au-dessus du toit, par exemple, il y a des fausses cheminées. Ce sont des fausses cheminées, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas d'âtre à l'intérieur. C'était vraiment, il fallait pouvoir représenter un habitat civil, quoi, purement civil. Au-dessus des fenêtres, tu as des petits frontons avec des incrustations de galets, de petits cailloux. Tu en as aussi sur le fronton central. Tu as des frises un petit peu partout. Et même à l'intérieur, ils ont vraiment été jusqu'à décorer l'intérieur. À l'intérieur. Avec des fresques, ouais. Des fresques qui sont visibles encore aujourd'hui. Qui sont restées. Qui ont résisté voilà, après un siècle. Complètement. Il y a une harmonie dans les courbes qui est impressionnante, quoi. Comme tu le disais, pour des bâtiments militaires, à vocation militaire, c'est pas du tout représentatif, quoi. C'est en ça que c'est exceptionnel, quoi. Ce camp, il est vraiment... Et le camp était structuré comme un village aussi? C'est pas aussi anarchique qu'on croit. Il y a vraiment un système d'allées bétonnées qui quadrillent vraiment le village et qui séparent aussi de ce fait certains baraquements réservés aux officiers et d'autres réservés à la troupe. Et ce bâtiment là-bas derrière? Alors ça, c'est une petite particularité du camp. Là aussi, on retrouve ce côté vraiment de distraction, de plaisir. Ici, c'est ce qu'on appelait le casino. Il y avait une salle de projection, donc une sorte de cinéma en fait, pour les troupes, pour qu'elles puissent se distraire. Et juste à côté, une sorte d'épicerie fine, une sorte de foyer militaire dans lequel on pouvait se procurer un petit peu tout le nécessaire pour améliorer son ordinaire en fait.
Le papier à lettres, je suppose. Papier à lettres, ça pouvait être du tabac, ça pouvait être aussi des produits alimentaires qui pouvaient garnir les musettes et de ce fait améliorer un petit peu la vie courante, quoi. J'ai l'impression que c'est une spécificité allemande d'avoir des cantonnements aussi bien pourvus, aussi bien organisés. Tu as tout compris en fait, les Allemands ils sont vraiment dans la durabilité. L'objectif c'est vraiment de s'implanter durablement sur le territoire, de bâtir, alors que les Français, voilà, on est toujours dans une optique de guerre de mouvement, etc. Donc on va vraiment être sur des choses plus éphémères. Sur le front d'attaque de la Meuse, du village de Brabant à celui d'Orne, le chef de la 5e armée allemande a massé 3 corps d'armée. 6 divisions en première ligne, 2 divisions en deuxième ligne, en face, 2 divisions du 30e corps français. Les Allemands s'apprêtent à employer une stratégie dévastatrice, le Trommelfeuer, le déluge de feu. Les canons ne tirent pas par salve, mais de façon continue, sur des secteurs et objectifs repérés. Ce pilonnage est très efficace pour détruire toutes les défenses ennemies. Les artilleurs allemands ont de quoi faire. Plus de 2200 pièces vont être mises à leur disposition dans cette partie du front. « 1225 pièces d'artillerie, dont 542 obusiers lourds, 13 obusiers Krupp de 420 mm, 17 obusiers Skoda de 305 mm, 2 pièces de marine de 380 mm et 2 500 000 obus. Le 21 février 1916, pendant 9 heures, les artilleurs allemands pilonnent les lignes françaises sur un secteur large de 12 km et profond de 4. Le bombardement est si intense que son écho est entendu jusque dans les Vosges, à 150 km de là. De retour de mission d'observation, les aviateurs français sont formels. Le front n'est plus qu'une bande de fumée, une ligne de feu ininterrompue. Dès le déclenchement des opérations, la ville de Verdun est sévèrement touchée, notamment la basilique et le palais épiscopal. Maxime, est-ce qu'on peut se figurer la puissance du bombardement préliminaire des Allemands sur Verdun et puis du bombardement qui a eu lieu par la suite pendant les 300 jours de la bataille? Oui, en termes de chiffres, en fait, si tu veux, la bataille de Verdun, sur les 300 jours où elle a duré, c'est près de 60 millions d'obus de tout calibre qui vont s'abattre sur les positions françaises et également sur la ville de Verdun qui va être pratiquement détruite à 50%. Et notamment donc, dans cette cour du palais épiscopal, le premier obus des 1400 pièces d'artillerie allemande va s'écraser dans la cour et puis endommager la façade qui se trouve derrière nous ainsi que les toitures. Et Verdun va bénéficier d'aide après la guerre pour la reconstruction donc, des édifices et des bâtiments qui ont été endommagés, et notamment le long de la Meuse, sur les quais de la Meuse à Verdun. On va renommer une partie de ces quais le quai de Londres, puisque donc, les Britanniques, le Royaume-Uni auront financé en partie la reconstruction de ces quais. Il y a d'autres endroits dans la ville qui ont été également Il y a d'autres endroits, notamment la chapelle Buvigné, dont le clocher et donc le bâtiment existe toujours à l'heure actuelle, ont été très touchés par les bombardements. On y voit encore d'ailleurs les stigmates, les impacts un petit peu partout sur la façade. Ça a été réellement violent sur Verdun, ces bombardements, ils ont endommagé une bonne partie de la ville. Les avions allemands ont abattu les ballons d'observation et ont la maîtrise du ciel, ce qui rend l'artillerie française aveugle, presque incapable de riposter efficacement. Pendant quelques semaines, les Allemands vont profiter de leur supériorité aérienne. Ils disposent d'un avion particulièrement efficace et rapide, le Fokker. De leur côté, les Français utilisent un avion moins performant, le Nieuport. Au début de la guerre,
les Français Raymond Saulnier et Roland Garros ont mis au point la première mitrailleuse capable de tirer à travers les pales d'une hélice. Mais ce dispositif est vite récupéré par les Allemands qui l'améliorent. Ils définissent aussi une stratégie d'emploi des appareils. Dans certaines zones, ils vont saturer le ciel pour en interdire l'accès aux Français. De part et d'autre, les meilleurs pilotes de chasse, les As, se distinguent et sont mis à l'honneur par la presse. Notamment un certain Hermann Göring, futur suppôt d'Adolf Hitler. À 16h30, ce 21 février 1916, les premières patrouilles allemandes commencent à progresser. Au total, on compte plus de 90 000 Allemands contre moins de 30 000 Français sur un front de 7 à 8 km. Ils sont équipés d'un matériel moderne et portent le casque d'acier, le Stahlhelm, et une arme terrifiante, utilisée dès l'été 1915 pour nettoyer les tranchées ennemies, le lance-flammes. Sur le front d'attaque de la Meuse, du village de Brabant à celui d'Orne, l'un des premiers obstacles des forces allemandes est un bois tenu par 1300 chasseurs à pied du colonel Émile Drian, le bois des Corps. Les troupes d'assaut allemandes passent à l'attaque. Elles atteignent la première ligne française dont les positions ont été pulvérisées par le feu roulant de l'artillerie. La progression est pourtant difficile car le déluge d'acier a défoncé le sol. Tous les points de repère ont été gommés. Les Allemands s'infiltrent entre les moles de résistance, mais ils progressent plus lentement que prévu. Chose incroyable, malgré la fureur du bombardement, des poilus sont toujours là. Ils sortent des trous d'obus, prennent contact avec un voisin, s'organisent avec un officier ou un sous-officier survivant pour résister et tenir le terrain. Dans le bois des Corps, les 1300 hommes des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied du lieutenant-colonel Drian résistent. Ils sont seuls face à 2 divisions allemandes. À 17h15, ils ne sont plus que 400. Galvanisés par leur chef, cette poignée de rescapés contre-attaque. Le bois des Corps est toujours entre leurs mains. La journée semble perdue pour les Allemands. Au soir du 21 février, après 9 heures d'écrasement des lignes françaises par l'artillerie, les Allemands ont pris le bois d'Aumont et le nord du bois des Corps. Ils n'ont avancé que d'1 kilomètre sur un front de 5 km de large. La progression attendue n'a pas eu lieu. Le jour suivant, 22 février, c'est l'assaut général. Les colonnes d'assaut allemandes frappent partout. C'est l'hécatombe. Les Français se battent parfois à 1 contre 10. Mais chose incroyable, dans les positions bouleversées par les obus, des survivants ressurgissent. Le sol est labouré, instable et dangereux. Les soldats doivent éviter les obstacles. Une colonne allemande peut être ralentie par quelques poilus, disposant de grenades ou par les servants d'une mitrailleuse efficace, la Hotchkiss, surnommée le moulin à café par les poilus. Au bois des Corps, les chasseurs ont perdu 80% de leur effectif. Leur chef, le colonel Drian, est mort vers 16 heures, mais 110 survivants parviennent à se replier. Ces combats retardateurs qui se multiplient dans tous les secteurs du front d'attaque vont permettre au haut commandement français d'acheminer les premiers renforts qui ont été positionnés depuis quelques jours entre Verdun et Bar-le-Duc. Le 24 février au soir, les Français sont repoussés sur leur 3e ligne. Les combats font rage, mais déjà les premiers renforts arrivent progressivement. Les bataillons sont lancés dans un volcan en fusion. Ces renforts doivent endiguer toute progression allemande. Il est temps car les tranchées françaises ont été passablement ébranlées par les premiers jours de l'offensive. Le système des tranchées est un ensemble complexe de positions de combat, d'attente
de repos relatifs et d'axes de communication plus ou moins protégés. De l'avant vers l'arrière, 3 lignes successives sont théoriquement aménagées, chacune constituée par 2 ou 3 tranchées à peu près parallèles. En avant de la première ligne, sur plusieurs mètres de profondeur, sont déployés des rouleaux de barbelés. En première ligne, où ne doivent normalement stationner que le minimum de soldats, sont aménagés les postes de tir et des abris sommaires. En deuxième ligne, se tiennent les premières unités d'alerte pour contre-attaquer immédiatement et des abris un peu plus profonds. Sur la troisième ligne, on trouve les postes de secours, les premiers postes de commandement, les premières réserves, les premières pièces d'artillerie. Ces différents éléments sont renforcés par des positions de mitrailleuses reliées entre elles par des boyaux de communication perpendiculaires. Désormais, l'objectif de la 5e armée allemande se précise. Le général Falkenhayn veut prendre les forts qui couvrent le nord de Verdun. Dans sa ligne de mire, Douaumont, dont la prise donnerait du baume au cœur à ses hommes. Bâti au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le fort de Douaumont a été modernisé, mais en 1915, la majeure partie de l'artillerie et des hommes a donc été retirée de l'ouvrage. Pourtant, sa situation dominante au nord de Verdun en fait une position stratégique. Un fossé, une contre-escarpe avec grille et un mur d'enceinte protègent les abords de la caserne intérieure. À chaque angle, des pièces d'artillerie peuvent être installées et notamment des canons de 75 mm. Sur la caserne, des tourelles permettent d'accueillir des mitrailleuses et même un canon de 155 mm. Différents observatoires sont disposés permettant de voir arriver l'ennemi. Enfin, le fort de Douaumont est bien dissimulé car parfaitement intégré à la configuration du paysage. Toute la journée du 25 février, les Allemands lancent de nombreuses offensives dans les zones proches du fort. À 17h, ils ne sont plus qu'à 700 mètres. Ils ignorent encore que le fort n'est défendu que par 58 soldats français. Ils s'avancent alors jusqu'au barbelé, ouvrent une brèche et descendent dans le fossé à l'aide de troncs d'arbres. Voyant les tourelles du fort vides, n'essuyant aucun coup de feu, ils pénètrent dans l'édifice. En débouchant dans la cour centrale, ils tombent nez à nez avec une poignée de soldats français sans armes et complètement ébahis. L'ouvrage est désormais aux mains des Allemands. Dans la soirée, plus de 300 soldats viennent s'y installer. Le fort de Douaumont est tombé pratiquement sans combat en à peine 2 heures. La triste nouvelle arrive vite à Verdun. Maxime, quelle est l'ambiance dans Verdun au moment de la prise du fort de Douaumont? À Verdun, c'est un petit peu la panique. Et puis du côté allemand, toutes les cloches vont se mettre à sonner dans tous les villages en Allemagne. Et à partir de là, la propagande française va essayer de minimiser un petit peu les faits, voire même essayer de les taire complètement. Et à partir de cette date, le 25 février 1916, les Français n'auront plus qu'une seule chose en tête, c'est de reprendre le fort de Douaumont. Et jusqu'au 24 octobre et à sa reprise, il y aura de multiples tentatives pour essayer de dégager ce fort, puisqu'en fait, il constitue une base de départ essentielle pour continuer l'offensive. Au 25 février 1916, l'avancée allemande est désormais de 5 à 7 km. Les troupes du Kaiser ont pris possession d'une des boucles de la Meuse et du fort de Douaumont. Pour protéger la citadelle de Verdun, les Français se raccrochent à 2 forts, Thiaumont et Vaux. La première phase de la bataille est achevée. Malgré la prise de Douaumont, le général Falkenhayn a été contré au prix de pertes effroyables. En 5 jours, 25 000 Français sont morts, blessés ou disparus. Certaines divisions d'infanterie françaises ont perdu plus de 60% de leurs effectifs. L'heure est grave. Le général Joffre fait alors appel au général Philippe Pétain. Quand le général Pétain prend le commandement ce 25 février 1916, l'armée française est en situation difficile. Mais les Allemands n'ont pas percé.
Pétain réussira-t-il à redresser la situation et à renforcer le moral de ses troupes? Philippe Pétain est d'abord un officier d'infanterie, un colonel proche de la retraite au début de la guerre. Il va réorganiser les lignes françaises. Mais pour que le front tienne, il faut qu'il soit ravitaillé en permanence. Le général Pétain lance alors des travaux pharaoniques afin de moderniser le système de ravitaillement mis en place avant sa nomination. Verdun n'est desservi que par une ligne de chemin de fer à voie étroite et une simple route départementale sinueuse. Chaque jour, des milliers de tonnes de pierres et de remblais sont apportées sur cette route pour la maintenir en état. Le règlement de circulation y est draconien. Interdiction de stationner, les véhicules en panne sont aussitôt poussés dans les fossés. Le roulage doit s'effectuer pare-choc contre pare-choc. Le flot ne doit s'interrompre sous aucun prétexte. On compte un camion toutes les 14 secondes et en quelques mois, 2 millions de poilus vont emprunter cet itinéraire pour rejoindre le front. Ce cordon ombilical deviendra la voie sacrée sous la plume de l'écrivain nationaliste Maurice Barrès. Par rame de 30, des milliers de véhicules empruntent chaque jour l'axe Bar-le-Duc-Verdun. En mars 1916, les 2/3 des camions de transport de l'armée française sont employés dans ce secteur. Parmi eux, le plus robuste et le plus connu, qui restera en service jusqu'en 1932, le Berlier. Les sapeurs du 5e régiment de génie aménagent et améliorent la voie étroite du Petit Meusien et réussissent surtout l'exploit de construire en 3 mois une nouvelle ligne de chemin de fer à voie normale. L'armée utilise des locomotives, des voitures et des wagons en provenance de toute la France. Paternaliste et autoritaire, il est surnommé Précy le Sec, le général Pétain a déjà la réputation d'être relativement économe de la vie de ses hommes. Pragmatique, il est surtout conscient des maigres ressources de l'infanterie française. Avec l'accord du GQG, le grand quartier général, qui fait régulièrement monter en ligne des divisions fraîches, il adopte un principe simple mais efficace, le tourniquet. Les poilus passent 2 jours en première ligne, puis 2 jours en deuxième, et enfin 2 jours à l'arrière. Cette rotation est absolument nécessaire car les conditions de vie dans les tranchées sont inhumaines. Henri Desbordes est le président de l'association d'histoire vivante, le Poilu de la Marne. Henri, est-ce que les tranchées françaises sont aussi bien établies que les tranchées allemandes? Alors, les tranchées françaises ne sont pas aussi bien établies que les tranchées allemandes, Serge. Tout simplement puisque dans l'esprit patriotique français, il faut absolument qu'on aille reconquérir ce terrain qu'on a perdu au début du conflit, pendant la période de la bataille de la Marne et jusqu'au premier hiver de la guerre. Donc le but, c'est d'aller de l'avant, contrairement aux Allemands, qui une fois qu'ils se sont stabilisés et qu'on est passé à la garde de position, ont décidé de solidifier leurs tranchées et de rester sur place. Et dans le secteur de Verdun à proprement parler, comment sont les tranchées? Alors dans le secteur de Verdun, les tranchées ne sont quand même pas très élaborées. On assiste plutôt à différents endroits à des trous plus ou moins étendus, les installations ne sont pas au point, elles doivent relier en fait les forts, on compte beaucoup sur les forts qui d'ailleurs ont été dégarnis beaucoup en hommes et en matériel, et elles seront d'autant plus accidentées et d'autant plus impraticables de par les gros bombardements et les premières attaques de la bataille. Et quelles sont justement, sous ces bombardements, les conditions de vie du poilu et du soldat allemand d'ailleurs dans les tranchées? Alors les conditions de vie de l'époque, dans un camp comme dans l'autre, sont exécrables, comme elles peuvent l'être d'ailleurs sur l'ensemble de la guerre. On vit dans la boue, voilà, on vit dans le froid, dans la boue, dans l'humidité, on vit avec la vermine, on vit avec les rats, on vit avec les poux, on vit dans le manque de tout, on vit dans le manque de rationnement d'eau, on vit dans le manque d'apport de nourriture qui bien souvent n'arrive pas ou arrive froide. On vit dans le manque de contact aussi humain en partie, même si la camaraderie vient prendre une place importante. Ce dont tu me parles là, ça relève plus de la survie que de la vie. Comment les poilus faisaient-ils pour tenir dans de telles conditions?
Alors je pense que, alors on ne pourrait pas répondre à leur place, mais il y a quand même une partie mentale qui est assez forte. Je pense que ça a été aussi de tout l'endoctrinement patriotique qui a été fait depuis bien avant, même avant cette guerre, et avec les rancœurs de 1870. Et voilà, ce patriotisme, on critique l'allemand en face, tout comme l'allemand peut le faire vis-à-vis du français. Et la deuxième partie, c'est aussi quand même qu'on ne laisse pas tomber le copain d'à côté. Voilà. Donc on tient pour les copains. Au début, on est parti dans cet esprit de, voilà, on tient pour la France, entre guillemets, mais on tient aussi beaucoup pour le copain qui se trouve à côté. Il y a quand même des liens avec l'arrière ou il y a un décalage quand même? Voilà, alors là, il y a cette partie intéressante, le paradoxe avec l'arrière. Le poilu est complètement décalé par rapport à l'arrière. L'arrière ne connaît pas la vie du poilu et le poilu ne reconnaît plus la vie de l'arrière. Tous les combattants français ressentent violemment le gouffre qui s'est creusé avec ceux de l'arrière. Tous ces civils qui ne souhaitent ni voir, ni entendre leur souffrance. Un soldat de retour de permission à Paris écrit en 1916 : « Jamais tu ne croirais que nous sommes en guerre. Plus elle dure, plus ils s'amusent. Des magasins éclairés, des autos superbes, des femmes chics avec petits chapeaux, grandes bottes, poudre de riz, manchons et petits chiens. Et des embusqués avec de belles vareuses en drap fin, des culottes ajustées et des machins jaunes bien plus reluisants que nos officiers. Triste retour de permission. Les permissions, ça ne devrait pas être. Se retremper dans la vie qui devrait être notre vie. Vie que nous devrions avoir oubliée à jamais. Vie retrouvée quelques heures et qui nous laisse un horrible cauchemar qu'on appelle le cafard. C'est la gaieté qui disparaît, l'énergie annulée, la vie sans espoir. » C'est pourtant de l'arrière que viennent toutes les subsistances indispensables à la survie des troupes. C'est l'arrière qui va lui fournir tout ce qu'il a besoin à la tranchée, tout le nécessaire, les ravitaillements, et notamment des ravitaillements importants tels que ce qu'on appelle le pinard, donc le vin, qui était vraiment une part importante à l'époque et qui a beaucoup augmenté. Le tabac aussi indispensable, beaucoup d'hommes vont se mettre à fumer pour tuer le temps et aussi pour cacher malheureusement les odeurs très difficiles des tranchées. Et vient ensuite le courrier aussi, la correspondance. Des millions de lettres vont être échangées pendant le conflit. Ça, c'est vraiment ce qui tient les hommes, c'est le petit lien avec l'arrière et les familles. Ouais. Donc, quand même, la vie du poilu, finalement, ne tient qu'à un fil. Qu'à un fil. On peut résumer ça un peu comme ça. Voilà. Le général Pétain sait que s'il veut contre-attaquer efficacement, il lui faut connaître les moindres mouvements de l'ennemi. Le 28 février 1916, il lance au commandant de la 5e armée aérienne « Balayez-moi le ciel, je suis aveugle ». Venus de tous les secteurs du front, les pilotes, célèbres ou anonymes, affluent vers la région de Verdun. Les escadrilles de chasse françaises ont pour première mission de permettre aux autres aviateurs et observateurs de pouvoir renseigner l'état-major. Parmi les plus célèbres, Navarre gagne le surnom de Sentinelle de Verdun. L'époque des combats solitaires, des chevaliers du ciel se termine. De plus en plus, les pilotes volent ensemble, en formation étagée en altitude. Leur simple apparition redonne le moral aux poilus. Le soldat Louis témoigne. Lorsqu'il ne trouvait pas de gibier, le lieutenant Navarre ne voulait pas que son vol fût inutile. Au retour, il allait distraire les poilus qui croupissaient dans les tranchées. Il avait pour eux un véritable culte. Si on lui demandait pourquoi il ne tenait pas le compte de ses victoires, il se contentait de répondre « Est-ce que les gars d'en bas le font ? Non. Alors serais-je plus qu'eux ?» En rentrant de croisière, il aimait à leur donner des meetings. Il y mettait toute son âme, recourant à la gamme complète de sa virtuosité pour montrer à ces malheureux qu'il pensait à eux et qu'il cherchait à les distraire comme il le pouvait. Depuis le 21 février, les troupes du comte Prince ont progressé de 8 km et tiennent une ligne allant de Vachereauville à Vaux-de-Vendée-en-Loup, en passant par la côte du Poivre et le fort de Douaumont. Mais l'artillerie française les prend à partie depuis ses positions de la rive gauche et les Allemands relancent l'offensive pour s'emparer de la ligne des hauteurs du Mort-d'Homme et de la côte 304. En juin, sur l'insistance du chef d'état-major de la 5e armée allemande, les soldats reprennent l'initiative en direction du fort de Vaux, sur la rive droite.
L'artillerie allemande martèle sans arrêt les lignes françaises. 80% des pertes sont dues à ce déluge de fer et de feu. Dès le mois de mars 1916, des zones entières sont transformées en désert. Plus d'arbres, plus d'herbes, plus d'oiseaux. Un champ de boue, un immense cimetière à ciel ouvert où les corps ensevelis sont sans cesse profanés. Le soldat Louis Corty du 30e régiment d'infanterie témoigne. Il a plu et la boue a envahi tout le secteur. Cherchant un abri, un homme s'est jeté dans le boyau et la boue est aussitôt montée jusqu'à sa ceinture. Il demande de l'aide. 2 hommes lui ont tendu leur fusil, mais ils ont glissé et vite, ils ont repris place dans la colonne qui passe tout près, sourde aux supplications de l'enlisé qui s'enfonce, sans secours. Car on meurt de la boue comme des balles. Des blessés sont engloutis dans ce marais perfide. Ici, c'est la boue qui obsède, la boue glissante et liquide, l'affreuse boue meusienne soulevée et piétinée, tassée par des centaines de milliers d'hommes, de chevaux, de voitures. Une mer de boue jaune qui pénètre jusqu'à la peau. Elle réussit à se glisser sous les planches et les couvertures. Nous vivons sous la boue, nous voyons de la boue partout, et des cadavres et encore de la boue, et encore des cadavres. On a appris à vivre dans la terre avant de mourir. Depuis sa prise de commandement, Pétain réclame des renforts supplémentaires au général Joffre. Mais le commandant en chef a d'autres préoccupations. Il prépare la grande offensive de la Somme. Jusqu'au mois de mai, les renforts arrivent pourtant massivement. Dans chaque famille de France, le mythe est en marche. Le secteur de Verdun comptait 150 000 poilus en février 1916. Ils sont 525 000 au mois d'avril. Malheureusement, il s'agit parfois de jeunes appelés, trop jeunes pour affronter l'enfer de la guerre. Le poilu Franck Roy, du 266e régiment d'infanterie confirme. Il y a dans les rangs beaucoup de jeunes des classes 16 et 17, trop jeunes pour supporter de pareilles épreuves. Quand les chefs font leur ronde, il arrive souvent qu'ils trouvent les guetteurs endormis, même quand la neige tombe. Ils sont là, à demi couverts de neige, à demi congestionnés, et dormant cependant à point fermé. Pendant les mois d'avril et de mai 1916, le front se déplace légèrement de part et d'autre en raison d'une alternance d'attaques et de contre-attaques. Pétain donne de la voix, tente de galvaniser ses troupes. Il rédige un ordre du jour qui restera célèbre. Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs ont rivalisé d'héroïsme. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. Du courage, il en faut. Un poilu sur 2 montant en ligne à Verdun est un poilu blessé ou mort. Le capitaine Lisbonne du 154e régiment d'infanterie se souvient. À mes pieds, un sergent que je ne reconnais pas, la colonne vertébrale brisée, crie qu'il ne sent plus ses jambes et ne cesse sa plainte lamentable. « Mon capitaine, achevez-moi, prêtez-moi votre revolver. » J'étais monté le 13 avril avec 3 lieutenants, 2 adjudants et 200 hommes. Je redescends le 26 avril, blessé, avec 1 adjudant et 53 soldats. Entre le 26 février et le 30 avril 1916, les pertes françaises sont considérables. 58 000 blessés et 49 000 morts. Sur le front de Verdun, volonté et résignation se conjuguent pour permettre aux soldats de tenir. Le poilu Jean Meigneux, soldat du 174e régiment d'infanterie, témoigne. Nous montons en ligne quelque part entre Douaumont et Vaux le 26 avril. Ma première impression en arrivant fut que les occupants nous cédaient la place avec empressement et enthousiasme. Voici le dialogue qui s'est engagé avec le poilu que je relevais. Est-il mauvais le coin ? Ben mon vieux, oui, ça chie. Où sont les Boches ? Mon vieux, ils sont devant, et puis démerde-toi.
5 février 1916, le fort de Douaumont était tombé entre les mains des Allemands. Depuis cette date, le haut commandement français n'a jamais cessé d'imaginer un plan pour le reprendre. Mais Pétain émet de solides réserves. Il pense que le moment n'est pas opportun, qu'il manque encore de moyens et que cette contre-offensive doit être préparée très méticuleusement. Mais à Paris, le président de la République, Raymond Poincaré, bien loin de la réalité du front, ne comprend pas pourquoi les surfaces reprises à l'ennemi sont si minuscules. Sur son insistance, une contre-offensive est donc prévue pour le 22 mai. Victime de son franc-parler, le général Pétain a été écarté le 1er mai et aussitôt nommé chef du groupe d'armées Centre. C'est le général Nivelle qui le remplace, et Nivelle demande aussitôt au général Mangin et à ses troupes coloniales de reprendre Douaumont aux Allemands. Le fort n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. L'ouvrage semble avoir été nivelé par les multiples bombardements qu'il a subis. Vu du ciel, il n'est plus qu'un tas de ruines, un vulgaire château de sable piétiné par des enfants. Entre le 18 mai et le 24 mai 1916, 3 divisions françaises tentent de s'emparer du fort, en vain. Les combats, une fois de plus, sont effroyables. En fait, les Allemands se doutaient qu'une contre-offensive était en préparation. Ils avaient renforcé leur défense. Les effectifs français rassemblés avaient été largement sous-estimés. La préparation d'artillerie insuffisante. Du 18 au 24 mai, pour reprendre Douaumont, la 5e division d'infanterie du général Mangin a perdu 130 officiers et 5507 hommes, soit la moitié de ses effectifs. Ça n'est fini pour le moment des espoirs de reprise du fort de Douaumont. Les Français doivent désormais tenter de maintenir leur position et conserver les ouvrages fortifiés encore en leur possession. Ils ont raison. Falkenhayn lorgne toujours sur le fort de Vaux, à l'est du front de Verdun. Au mois de juin 1916, les Allemands savent qu'une offensive importante va être lancée plus au nord, sur la Somme. Et il leur faut obtenir rapidement un succès. La 5e armée lance une attaque sur un front de 5 km entre la côte du Poivre et Vaux-de-Vendanloup. Objectif, s'emparer des forts de Vaux, de Thiaumont, de Froid-de-Terre et de Souville, qui constituent la dernière barrière défensive avant Verdun. Construit à la même période que le fort de Douaumont, fin 19e siècle, le fort de Vaux est de taille plus modeste. La conception de ce fort est simple. Un fossé et un mur d'enceinte protègent la caserne intérieure. Au centre de la cour se trouve un observatoire et une tourelle qui permet d'accueillir un canon de 75 mm. 2 autres observatoires sont disposés sur les côtés. L'entrée du fort se fait par la partie située au sud. Maxime, quelles étaient les conditions de vie des 400 poilus qui étaient enfermés ici au fort de Vaux? Alors, on va tout de suite rentrer dans une casemate, je vais t'expliquer. C'est une chambrée, c'est ça? C'est une chambrée, voilà. Alors ici, on dort à 4 par lit. Donc les lits métalliques qui sont là n'étaient pas en place au fort de Vaux à l'époque. On avait des chalets en bois, donc beaucoup plus rudimentaires, avec une simple paillasse, donc très peu de confort de vie. Si tu regardes tout autour de toi, tu vois que les parois, elles sont encore blanchies. Et en fait, c'était un lait de chaux bactéricide qui était badigeonné sur les parois, de façon à éliminer une partie des vermines. Et comme tu peux le ressentir maintenant, la température, c'est très frais. Voilà. Et là, on est sur du 10-11 degrés. Donc on est dans le froid, on est dans l'humidité, puisque les infiltrations d'eau commencent aussi un petit peu à apparaître. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait déjà. On est vraiment sur un confort très approximatif. Oui, c'est rudimentaire. Et en termes de ravitaillement, au niveau de l'eau, ils sont assiégés? Est-ce qu'ils ont des contacts avec l'extérieur? Ça se fait difficilement, les contacts avec l'extérieur. Ils sont pratiquement coupés dès le 1er juin 1916. Le commandant de garnison estime qu'il y a encore assez d'eau pour tenir environ 15 jours. Malheureusement, c'est des grandes citernes en béton. Et les bombardements qui font rage en continu vont fissurer le béton et toute l'eau va s'écouler en fin de compte. Et il va priver la garnison d'eau en fait, sur les derniers jours du siège. Et c'est ce qui, semblerait-il, va être fatal à cette garnison.
Quand se déroule véritablement la prise du fort de Vaux et dans quelles circonstances? Là, tu me dis effectivement les citernes sont fissurées, il y a eu un énorme bombardement, ce sont des hommes qui sont finalement martelés par l'artillerie allemande? On ne va pas les lâcher d'une semelle, c'est-à-dire que le 1er juin 1916, les Allemands donc, approchent par petits groupes des abords du fort de Vaux, qui a déjà été très endommagé par le bombardement. Au matin de ce 1er juin, il y a un bombardement formidable. Le fort est complètement assailli par les obus de tout calibre. Donc les types qui sont à l'intérieur, ils sont projetés contre les parois. Et le bombardement va réussir à fissurer et surtout à ouvrir des brèches dans ce qu'on appelle les coffres. En fait, ce sont les défenses des fossés qui vont être complètement ouvertes. Et malheureusement, ça va laisser un créneau aux assaillants pour s'introduire dans les galeries. Ils vont réussir à rentrer. Ils vont réussir à rentrer dans ces galeries, donc au coffre nord-ouest et au coffre nord-est. Et tu vas voir, les conditions de combat étaient absolument effroyables. Ouais. Allons-y. Là, tu vois un petit peu les dégâts, les obus de 380 qui ont décollé une énorme partie de la voûte. Pourtant ici, c'est une voûte qui est bétonnée. Bon, l'ironie de la chose, c'est que les Français ont récupéré pas mal de gravats pour se barricader ensuite. Là, on rentre un petit peu dans le ventre du fort. Voilà, c'est ça, on commence vraiment à se diriger vers les blocs en fait, de combat, si tu veux. Et là, on est vraiment sur les endroits qui ont souffert vraiment en premier du bombardement. C'est de plus en plus étroit en fait. Voilà, et tu vas voir, ça continue vraiment sur une vingtaine de mètres, ça se réduit encore plus pour atteindre 80 cm de large sur environ 90 de haut. Ça, ce sont des traces de... Là, ce sont des impacts de balles et d'éclats, ouais. Tu veux que je te prenne la Oui, je veux la bien, lampe? s'il te plaît. Une lourde grille. Merci. Alors attention à la tête. Donc ici, c'est vraiment la zone où on s'est battu. Voilà, là, tu es en train vraiment d'entrer dans le cœur de la galerie des combats. Et tout ça sur les murs, là, ce sont des traces Exactement. d'impact en Ah, fait. absolument, là, ce sont des impacts. On s'est battu Voilà, jusqu'ici. on s'est battu jusqu'ici, exactement. Alors l'étau se resserre, attention. Ah, c'est impressionnant. Donc c'est là que tu prends toute la dimension de la violence des combats, quand tu vois vraiment l'étroitesse des galeries. Hein. Regarde là sur le côté gauche, tu as l'effet des souffles des déflagrations. Ah, c'est vraiment très impressionnant. On se bat dans l'obscurité, dans ces couloirs. Ah, dans l'obscurité totale, puisque l'éclairage à l'origine il se fait avec système de lampes à acétylène, des bougies, et les combats vont créer énormément de poussière, énormément de fumée. Et l'atmosphère va s'alourdir et il sera pratiquement impossible d'éclairer l'ouvrage. Donc oui, effectivement, on se bat à l'aveuglette en fait. Et là, on va déboucher sur les marches d'escalier qui passent sous le fossé. D'accord. Alors attention, il y a beaucoup de gravats. C'est vraiment des combats de rats, quoi. Enfin. C'est ça. Et donc, au terme de ces 40 marches environ, tu as une largeur de 80 cm et une hauteur de 90, quoi. Et c'est par là que les Allemands sont arrivés. C'est par là que les Allemands sont arrivés en premier, hein, donc c'est le coffre nord-est du fort de Vaux. Donc les brèches qui ont été ouvertes leur ont permis en fait de s'introduire progressivement à l'intérieur vraiment de la galerie. Aussitôt, les Français évidemment, ils ne sont pas restés les bras ballants, ils ont tout de suite réagi. Ils ont barricadé en fait à certains endroits de cette descente, en bas, en haut, et ils vont essayer de s'agripper à ces quelques sacs à terre en fait qui bloquent le passage et essayer de lancer des grenades. Évidemment, là, les coups de fusil sont presque inenvisageables à bout portant. T'imagines l'effet que ça peut avoir, ça peut se retourner très bien contre le tireur. Donc là, on se bat essentiellement à la grenade. À coup de lance-flamme aussi, donc imagine le lance-flamme, hein, c'est un liquide enflammé qui est projeté sur une vingtaine de mètres de long.
Donc là, c'est une véritable fournaise, quoi. Les flammes balayent les galeries, donc les types qui sont à l'intérieur, ils sont carbonisés. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les Allemands vont mettre combien de temps pour pouvoir investir le fort? Ils vont, pendant 7 jours, en continu, les Allemands attaquent nuit et jour, relancent vraiment les combats. Donc les défenseurs français n'ont absolument pas une seconde de sommeil, une seconde de répit. Il faut se dire aussi que l'atmosphère elle est très très lourde, tout est dépressurisé en fait, il n'y a pratiquement pas d'air. Toutes les aérations ont été volontairement bouchées pour éviter que les Allemands introduisent du gaz. Ils ont trouvé une autre issue pour le faire. Donc en plus de ces combats à la grenade, on va également se retrouver confronté au gaz. Et là évidemment, t'imagines l'effet décuplé que ça peut avoir dans des espaces aussi confinés. Ouais. Voilà. Et comment ça se termine finalement? Comment ça se termine? On va arriver en fait à partir du 4 ou du 5 juin 1916 à une sorte de statu quo, et à ce moment-là, les Français constatent que leurs réserves en eau s'amenuisent et sont même pratiquement nulles. Là, il se passe quelque chose de terrible puisque les troupes françaises sont contraintes de boire leur urine, pour certains. Donc à partir de là, il y a de graves problèmes de dysenterie, d'infections qui se produisent à l'intérieur des rangs. Donc ça aussi, ça touche énormément au moral. On ne dort pas, on est dans l'humidité, on marche dans les excréments, dans l'urine. Enfin, c'est vraiment des conditions atroces, en tout cas, de ce qui nous en est rapporté aujourd'hui. Ouais. Ils sont obligés de se rendre... Et malheureusement, voilà, l'issue de ce terrible siège, c'est la reddition française. C'est-à-dire que le commandant de garnison, le commandant Raynal, qui est déjà un homme assez âgé, mais qui a vraiment conduit ces hommes au plus loin de leur sacrifice, va prendre cette décision extrêmement grave de se rendre, puisque semblerait-il les réserves en eau ne sont plus suffisantes. Et à ce moment-là, donc les troupes françaises livrent le fort aux Allemands après 7 jours de combat ininterrompus, nuit et jour, quoi. Désormais, les Allemands sont tout près de Verdun, dont ils peuvent apercevoir les tours de la cathédrale. Le chef d'état-major de Falkenhayn parvient à le convaincre que la victoire est à sa portée et qu'il faut lancer un ultime assaut. Mais à quel prix? Des deux côtés, les pertes humaines sont considérables. Les paysages sont modifiés à jamais. Certains villages pris et repris à plus de 15 reprises ont tout simplement été rayés de la carte. Situé près de Verdun, Horn est l'un des 9 villages de la région déclarés morts pour la France. Totalement détruits par les combats et les bombardements, vidés de leur population, ils ne seront pas reconstruits après la guerre. Un maire, nommé par le préfet, et une commission administrative municipale entretiennent ces lieux de mémoire, hantés par les fantômes de la Grande Guerre, véritables témoins muets de l'immensité des pertes causées par ce conflit. L'armée allemande avance tel un rouleau compresseur. Tous les moyens sont bons, lance-flammes et armes chimiques dont des obus aux phosgènes. Le 18 juin, le secteur de la côte de Fleury est violemment bombardé. 70 000 Allemands attendent la dissipation des gaz pour s'élancer. Le 23 juin, l'objectif est atteint. Les troupes du Kaiser ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Verdun. Mais un événement va venir perturber les plans de Falkenhayn et faire basculer le sort de la bataille. L'offensive franco-britannique voulue par Joffre et préparée par Foch commence enfin le 1er juillet dans la Somme. Les Britanniques et les Français vont tenter de percer à travers les lignes allemandes sur un front de 45 km, dans un triangle entre les villes d'Albert, Péronne et Bapaume. Le 1er juillet 1916, après une semaine de préparation d'artillerie pendant laquelle les canons britanniques tirent plus d'1 700 000 obus, les forces alliées s'élancent. C'est un carnage. Si les lignes allemandes ont été bouleversées, les abris souterrains bétonnés dans lesquels se sont réfugiés les soldats du Kaiser sont intacts. Une fois l'orage passé, ils attendent les assaillants derrière leurs mitrailleuses. 30 000 hommes tombent dans les 6 premières minutes de la bataille. Dans le secteur français pourtant, les opérations se passent mieux. En 10 jours, la 6e armée française a fait 12 000 prisonniers. Sur un front de 20 km, les poilus ont progressé parfois de 10 km dans le dispositif défensif allemand.
C'est le plus grand succès militaire français depuis la bataille de la Marne, et cette réussite va avoir une conséquence quasi immédiate. 13 divisions sont d'abord retirées du secteur de la Meuse pour rejoindre la Somme. Au total, ce ne seront pas moins de 35 divisions, de nombreuses batteries d'artillerie et plusieurs escadrilles allemandes aguerries qui sont transférées depuis Verdun. La prise de la citadelle meusienne n'est plus la priorité. Malgré tout, le 11 juillet 1916, Falkenhayn autorise une ultime offensive. Il veut à tout prix faire tomber le fort de Souville. Après 3 jours de préparation d'artillerie, le 11 juillet 1916 à 4h30 du matin, les troupes allemandes montent à l'assaut. Le fort de Souville n'est alors plus qu'un tas de ruines. Au matin du 12 juillet, les Allemands abordent les contreforts de l'ouvrage. Une centaine d'entre eux parvient même à prendre pied sur les superstructures avant d'être refoulés par les défenseurs. Le même jour, à 21h30, le fort est dégagé et les Allemands se replient. Ils déplorent des pertes considérables et doivent s'en tenir désormais à une attitude défensive. Cette ultime attaque est encore un échec. Pour les Français, l'heure de la reconquête approche. Les renforts affluent pour s'emparer du terrain perdu. 8 divisions sont expédiées sur le front. Le premier objectif s'impose à tous, c'est la reprise du fort de Douaumont. Mon colonel, comment se déroule la phase de reconquête par l'armée française? Les efforts vont reprendre à partir du moment où, après juillet et août, l'étau allemand se desserre autour de Verdun. Du fait de l'offensive de la Somme Du aussi. fait de l'offensive de la Somme, conséquence directe de l'offensive de la Somme. Les Français commencent par reprendre des positions un petit peu plus solides. Il y a de très durs combats, par exemple pour le village de Fleury, dans les abords immédiats du fort. Le mois de septembre et le début du mois d'octobre sont consacrés à préparer l'offensive, en particulier avec un très très fort soutien d'artillerie. Désormais, c'est les Français qui ont la supériorité matérielle sur le terrain. Et l'offensive permet la reconquête du fort le 24 octobre, avec en particulier l'entrée en ligne de la division coloniale, du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, de tirailleurs et d'un bataillon de 2 compagnies de Somalie. Tout ne se termine pas à ce moment-là et très rapidement l'offensive est relancée pour reprendre le fort de Vaux voisin qui sera repris au début du mois de novembre. À quelle date véritablement on peut considérer que la bataille de Verdun est définitivement achevée? Alors il y a une date officielle en quelque sorte, qui est celle de la bataille de 1916. Elle a commencé le 21 février et le grand quartier général considère qu'elle se termine le 18 décembre. En fait, le 18 décembre, les choses se calment sur le terrain, mais la bataille ne s'arrête pas. Il continue à y avoir des bombardements, de l'artillerie, des escarmouches, des coups de main, etc. Jusqu'à la grosse offensive du 20 août 1917, qui va permettre effectivement au général Guillaumat de ramener les Allemands pratiquement sur leur position de départ. Sur les 95 divisions de l'armée française, 70 ont participé à cette terrible bataille. Les poilus qui en sont revenus affirmaient avec fierté « Verdun, j'y étais ». Les autres sont restés là, à tout jamais. Au mois de décembre 1916, le bilan est impressionnant. Stratégiquement, la bataille de Verdun n'a rien amené. Falkenhayn pourra avancer après-guerre qu'il avait tenté de saigner à blanc l'armée française. Ces arguments apparaissent aujourd'hui comme la pathétique justification d'un cuisant échec. Au petit jeu des calculs morbides, Verdun remporte la palme des bilans hallucinants. 300 jours et 300 nuits de combat pour 300 000 morts. 162 000 Français et 140 000 Allemands. Plus de 1000 morts par jour. C'est cette mort de masse, industrielle, qui va marquer les esprits. Sur le front de Verdun, un poilu sur 3 a été tué ou blessé. Après cette bataille,
La Première Guerre mondiale devait durer encore près de 2 ans. Bien d'autres batailles sanglantes auraient lieu avant de contrer l'envahisseur. La terre de France n'avait pas fini de voir pousser des croix blanches.